Il y a quelques années, lorsque le marché crypto était encore loin d'être mainstream et que le Bitcoin n'était pas encore échangeable en bourse, les nouvelles blockchains poussaient comme des pâquerettes. Des forks en veux-tu en voilà, des améliorations mineures de concepts existants et des projets complètement originaux qu'il était même parfois un peu trop. Tous les prétextes étaient bons pour créer un nouveau réseau. Après tout, on était là pour la technologie. Ou en tout cas, c'est ce que beaucoup se disaient souvent dans le seul but de rationaliser leurs mauvaises décisions en voyant leur pièce préférée se prendre un autre moins 80% en pleine face. Cette petite phrase est bizarrement devenue beaucoup moins populaire quand la finance décentralisée est arrivée. Avec elle, l'argent a pris le dessus sur la technologie et l'effet de réseau des blockchains existantes est devenu un facteur bien plus important que n'importe quel mécanisme de consensus lorsqu'il s'agit d'évaluer un cryptoactif. Et puis, le statut d'Ethereum n'a pas arrangé les choses. Comme il est devenu le centre incontesté de la finance décentralisée simplement parce qu'il était le premier à permettre son existence, l'attention des créateurs de nouvelles chaînes s'est graduellement éloignée de l'idée d'un réseau indépendant pour se rapprocher de celle d'un réseau vassal d'Ethereum. Puisqu'il est trop difficile de devenir calife à la place du calife, pourquoi pas devenir vizir? De cette manière, on a un accès facile aux plus gros acteurs de l'écosystème DeFi. Et en prime, on n'a même pas besoin de trop se poser de questions sur la sécurité économique du réseau. C'est donc tout naturellement que les roll-ups sont devenus un choix privilégié pour se faire une place dans le monde de la crypto. Arbitrum, Optimism, Mantle, Base, Blast, zkSync, la liste est aujourd'hui très longue. Mais est-ce que cette situation est vraiment satisfaisante pour les utilisateurs ? Est-ce que c'est une bonne idée de laisser son architecture parfois vieillissante rendre Ethereum inutilisable en pratique pour les pauvres et d'en faire des citoyens numériques de seconde zone? On a beau pouvoir utiliser les roll-ups comme substitut, parfois l'application qu'on souhaite utiliser existe sur Ethereum et pas ailleurs. Parfois la liquidité est sur Ethereum et pas ailleurs. Parfois l'actif qu'on souhaite acheter existe sur Ethereum et pas ailleurs. Avec le temps, ces parfois ont tendance à devenir de plus en plus rares, mais ils sont toujours là. Et pour cette raison parmi d'autres, j'apprécie toujours de voir un nouveau réseau arriver lorsqu'il propose des innovations technologiques majeures et qu'il a le courage de rester indépendant. Vous l'avez deviné, c'est le cas du réseau Monad dont je vais vous parler pendant le reste de cette vidéo. Et si ce réseau est particulièrement intéressant, c'est parce qu'il représente finalement l'incarnation de ce qu'Ethereum aurait pu devenir s'il avait été mieux conçu. C'est un réseau entièrement compatible avec tous les outils Ethereum, comme les portefeuilles, ainsi qu'avec les applications programmées pour Ethereum, puisqu'il supporte le code écrit pour le VM. Sauf qu'au lieu de 15 misérables transactions par seconde, il est capable d'en enregistrer 10 000. On a donc un réseau dont les performances se rapprochent beaucoup plus de celles d'un service centralisé comme Visa, sans pour autant sacrifier la compatibilité avec tout ce qui a été conçu pour Ethereum, ou la décentralisation qui restera permise par des exigences matérielles raisonnables et des technologies innovantes. Quand on entend ça, il est normal de se demander comment est-ce que Monad pourrait réussir cet exploit? Pour faire court, ça peut se résumer à une poignée d'améliorations majeures de 3 éléments du réseau: le consensus, l'exécution et la base de données. Commençons par jeter un coup d'œil du côté du consensus. Baptisé Monad BFT, c'est un descendant amélioré du consensus Hot Stuff. Ce dernier avait été conçu par une équipe de chercheurs universitaires, parmi lesquels on trouve Mao Fan Yin, qui est cofondateur d'Avalabs. Une fois leur livre blanc publié, Hot Stuff avait attiré l'attention de Meta qui avait voulu s'en servir pour son projet Libra. On était donc dès le début sur quelque chose de plutôt performant. Et c'est un système qui a été encore amélioré par la suite. 3 nouvelles variantes ont vu le jour, chacune avec son lot d'améliorations proposées. L'équipe Monad a profité du travail fait par tous ces autres chercheurs pour synthétiser le meilleur de chacune de leurs idées et aboutir à Monad BFT. C'est donc, au final, un mécanisme de consensus basé sur la preuve d'enjeu avec un temps de bloc d'1 seconde et une finalité dite single slot, c'est-à-dire qu'elle est atteinte au moment de la publication du bloc, et donc au bout d'1 seconde. Sur d'autres réseaux, comme Ethereum, il faut attendre la publication d'un grand nombre de blocs avant qu'on considère qu'une réorganisation de la chaîne est devenue impossible et que la transaction est bel et bien gravée dans le marbre en pratique. Cette rapidité qu'on trouve sur Monad tient toutefois en grande partie à des éléments du mécanisme de consensus qui sont assez complexes et qui ont en outre déjà été expliqués par mon collègue Morgan dans un de ses articles dont vous trouverez le lien dans la description. Je ne vais donc pas présenter la procédure complète en détail, mais il y a un élément plutôt simple dont j'aimerais parler puisqu'il permet de mieux visualiser à quel point ils ont amélioré les choses. Il s'agit de leur méthode de propagation des transactions. En effet, pour parvenir à une finalité aussi rapide, le consensus Monad BFT requiert l'utilisation d'un système particulier de transmission des transactions entre les nœuds réseau. Comme la quasi-totalité de ses ancêtres, il fonctionne grâce à une liste de transactions en attente de validation appelée mempool, qui est partagée constamment entre les validateurs. Le problème de ces anciens réseaux, c'est que lorsque les transactions présentes dans la mempool sont agrégées au sein d'un bloc et publiées, le bloc tout entier est envoyé par le nœud réseau qui a créé le bloc à tous les autres dont il a connaissance. C'est un procédé très simple, mais très inefficace sous cette forme.
En effet, lorsqu'il y a beaucoup de transactions au sein d'un bloc, le bloc s'alourdit, et si le bloc est lourd, pour l'envoyer à tous les nœuds réseau, il faut beaucoup de bandes passantes. Dans un réseau très décentralisé qui fonctionne de cette manière, il n'y a donc que deux choix possibles pour changer les choses. Soit exiger des nœuds réseau qu'ils aient tous une connexion internet à 100 Go par seconde, ce qui va de facto complètement anéantir la décentralisation du réseau puisque quasiment personne ne peut se le permettre, soit prendre son mal en patience et avoir un temps de bloc très long afin de permettre à chaque bloc de se propager sans surcharger la connexion internet des nœuds réseau. Comme aucune de ces deux solutions n'est satisfaisante, chez Monad on fait les choses un peu différemment. Parce que vous l'avez peut-être déjà remarqué, mais en principe, tous les nœuds réseau disposent déjà d'un exemplaire de toutes les transactions en attente de validation au sein de leur copie de la même pool. Alors, pourquoi s'embêter à transmettre ces transactions une deuxième fois s'ils les ont déjà? Pour éviter d'avoir à supporter tout le poids de ces transactions, on va préalablement utiliser une fonction de hachage pour calculer l'empreinte de chacune d'entre elles. C'est une procédure qui ne coûte pas grand-chose en puissance de calcul et absolument rien du tout en bande passante, puisque tout est fait localement. Et l'avantage énorme, c'est que les empreintes sont beaucoup plus petites que les transactions. Alors qu'une transaction peut peser entre 100 octets et plusieurs kilooctets, une empreinte calculée avec la fonction de hachage choisie pour Monad pèse toujours 32 octets. Les nœuds réseau vont pouvoir profiter de ça et transmettre beaucoup plus de transactions avec la même bande passante puisque lorsque l'un d'entre eux crée un bloc, la version du bloc qu'il va transmettre ne contient jamais le contenu de la transaction elle-même, mais seulement son empreinte. Chaque nœud réseau qui reçoit le bloc peut ensuite comparer l'empreinte contenue dans le bloc avec celle présente sur son disque dur, et déduire de quelle transaction au sein de la même pool il s'agit, pour ensuite ajouter le bloc reconstitué à la chaîne, avec les informations de la transaction complète à l'intérieur. Cette méthode permet de transférer au minimum 3 fois plus de transactions d'un nœud réseau à l'autre avec la même bande passante. Et je dis minimum parce que les transactions à 100 octets, c'est les envois d'Ethereum basiques. Les appels à un contrat intelligent coûtent énormément plus cher et ce type de transaction est aujourd'hui majoritaire. Grâce à cette astuce, et bien sûr grâce au reste du mécanisme Monad BFT, les nœuds réseau Monad peuvent donc publier 10 000 transactions par seconde tout en étant à peu près 300 sans que ça pose problème, contrairement par exemple aux chaînes Cosmos qui sont souvent limitées à moins de 200 nœuds réseau à cause du mécanisme de consensus. Bien sûr, il y a encore un fossé entre 300 et les quelques milliers de nœuds présents sur Ethereum, mais c'est là essentiellement inévitable quand on veut atteindre 10 000 transactions par seconde au lieu de rester à 15. Du côté du consensus, on a donc tout ce qu'il faut pour aller vite, mais le consensus ça n'est pas tout, et il y a aussi des améliorations intéressantes au niveau de l'exécution des transactions. Parmi celles-ci, on en trouve deux de particulièrement importantes, l'exécution en différé et la parallélisation. L'exécution en différé d'abord consiste à séparer les différents aspects du fonctionnement d'une blockchain et les rendre indépendants. Le consensus est en fait concomitant à l'exécution sur toutes les blockchains de première génération. Ce qui veut dire que, pendant la procédure consistant à se mettre d'accord sur le contenu de la chaîne, le nœud qui propose le bloc doit calculer le résultat des transactions avant de proposer son bloc, et les nœuds qui reçoivent ce bloc doivent aussi calculer le résultat des transactions au sein du bloc avant de voter dessus et de l'accepter. Cette manière de faire les choses demande de réaliser le calcul à 2 moments pendant le mécanisme de consensus, ce qui veut dire que ce mécanisme sera au moins 2 fois plus long que le temps que ça prend de calculer le résultat des transactions. Et pour aller vite, ça n'est franchement pas idéal. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Eh bien la réponse est non. Comme le créateur du bloc décide de l'ordonnancement des transactions, et que le résultat est déterminé par cet ordonnancement, alors il n'y a pas besoin de calculer le résultat avant de parvenir à un consensus. On peut très bien s'accorder sur l'ordre des transactions et commencer à calculer le résultat après. De toute façon, puisque tout le monde est déjà d'accord sur l'ordre, alors tout le monde va forcément obtenir le même résultat. Ainsi, le consensus et l'exécution peuvent être traités séparément et en même temps pour des blocs différents. Le bloc numéro 1 verra son résultat calculé en même temps que les nœuds s'occupent de déterminer quel sera le contenu du bloc numéro 2, et ainsi de suite. Cette méthode permet donc de réduire la durée du mécanisme de consensus, mais rappelez-vous, ce n'était pas la seule amélioration à ce niveau. Il y a aussi une autre chose très importante qui est utile après avoir séparé le consensus de l'exécution. Il s'agit de la parallélisation de l'exécution. En effet, pour que le système fonctionne bien sur le long terme, il faut s'assurer que l'exécution des transactions ait une durée qui soit en moyenne inférieure à chaque cycle de consensus. Si par exemple, l'exécution des transactions prenait 2 secondes alors que le consensus dure 1 seconde, les nœuds réseau seraient constamment en retard sur l'exécution, et ils le seraient de plus en plus avec chaque bloc publié. On se retrouverait avec une chaîne de blocs très longue, mais dont la moitié du contenu serait inconnu de ses utilisateurs, ce qui n'est pas très pratique. Pour s'assurer que l'exécution des transactions reste moins chronophage que le consensus et que la chaîne puisse bien fonctionner, Monad profite donc de la capacité des ordinateurs modernes à effectuer plusieurs tâches en simultané.
Et dans le cas présent, ça signifie que les nœuds réseau vont calculer le résultat de multiples transactions en même temps, au lieu de les faire une par une dans l'ordre spécifié par le créateur du bloc. La méthode de traitement séquentiel des transactions, utilisée par la vaste majorité des blockchains depuis la création du Bitcoin, est très commune parce que c'est la solution la plus simple au problème que doivent résoudre les nœuds réseau, à savoir comment déterminer quelles transactions sont valides et quelles transactions ne le sont pas. Si au sein du même bloc, deux transactions essaient de dépenser le même Bitcoin, la première sera validée et la deuxième sera annulée. De cette manière, on évite les erreurs d'exécution et on évite de multiplier les Bitcoins. Dans le même genre, on peut aussi imaginer deux utilisateurs différents qui veulent acheter quelque chose sur Uniswap au même prix. Si le premier fait monter le prix suffisamment pour que la protection anti-slippage du deuxième se déclenche, alors le deuxième utilisateur reprendra son argent et n'obtiendra pas le nouveau jeton qu'il avait souhaité acheter. Alors que si on ne vérifiait pas l'effet de la première transaction et qu'on exécutait les deux en même temps, la réserve de liquidité Uniswap aurait perdu le profit qu'elle devait réaliser. Il est donc essentiel de vérifier les résultats des transactions pour que le réseau fonctionne et que tout le monde y trouve son compte. Mais l'inconvénient de la méthode séquentielle, c'est que ça n'est pas très rapide. Traiter les transactions séquentiellement, c'est un petit peu comme avoir un péage avec une seule voie alors que l'autoroute en a 10. Le trafic est énormément ralenti pour rien, et dans les blockchains, c'est pareil ou presque. La parallélisation de l'exécution s'impose donc lorsqu'on souhaite accélérer le fonctionnement d'une blockchain. Dans le cas de Monad, elle a été mise en place à travers deux mécanismes intéressants. Le premier est celui de l'exécution optimiste. Elle est ainsi qualifiée parce que pendant le traitement de plusieurs transactions en même temps, elle consiste à rester optimiste et assumer qu'il n'y aura pas de conflit, ce qui est vrai dans la majorité des cas. On va traiter plein de transactions en même temps sans se casser la tête, mais on va garder en mémoire deux informations. Les valeurs présentes avant l'exécution de la transaction et celles présentes après. Ensuite, on vérifie, en utilisant l'ordre stipulé par le créateur de bloc, que les valeurs présentes après l'exécution de la première transaction sont compatibles avec celles avant l'exécution de la deuxième, etc. Et si jamais un conflit est détecté, la deuxième transaction est de nouveau exécutée avec les bonnes valeurs. Cette méthode rajoute potentiellement deux étapes à la fin de l'exécution. La première, c'est qu'on est obligé de vérifier les résultats un par un dans l'ordre. Et la deuxième, c'est que parfois on est obligé de calculer une deuxième fois le résultat de la même transaction. Mais les gains de temps réalisés en calculant les résultats d'un grand nombre de transactions simultanément sont largement supérieurs au temps perdu avec ces étapes supplémentaires. En plus de ça, Monad profite par ailleurs du fait que certaines étapes du traitement des transactions n'ont pas besoin d'être exécutées deux fois quand il y a un conflit. Elles peuvent être stockées en mémoire lors de la première exécution et réutilisées ensuite. On limite donc au minimum le temps perdu par la réexécution de transactions en ne refaisant que ce qui a absolument besoin d'être refait. Et pour couronner le tout, rappelez-vous, il y a deux mécanismes différents qui servent à améliorer l'exécution sur Monad, l'exécution optimiste étant le premier. Le deuxième mécanisme prend place juste avant l'exécution optimiste. Il s'agit d'une analyse prédictive vis-à-vis des transactions présentes dans le bloc. Avant même de tenter une exécution optimiste du bloc, les nœuds réseau Monad vont analyser le code des transactions pour tenter de prédire lesquelles d'entre elles verront le résultat modifié par une autre transaction à l'intérieur de ce bloc. Avec cette analyse préalable des transactions, le réseau arrive donc parfois à entièrement éviter la double exécution. Grâce à ces deux mécanismes combinés, l'exécution est donc très largement optimisée sur Monad. Et une fois les transactions exécutées et le consensus atteint, il faut évidemment stocker toutes ces informations dans une base de données. Celle qui est utilisée ici est appelée MonadDB, DB qui veut dire database, donc base de données. Elle est spécialement conçue pour faciliter l'exécution en parallèle des transactions. En effet, contrairement à d'autres, MonadDB peut être utilisé de façon asynchrone en entrée-sortie, c'est-à-dire qu'il est possible de profiter des temps morts qui apparaissent inévitablement lorsqu'on a besoin d'accéder au stockage, pour traiter d'autres informations en attendant que l'opération relative aux données stockées soit réalisée. Le processeur peut demander à lire une information sur le disque dur, et puis s'occuper d'une autre transaction en attendant que l'information demandée arrive, parce que le disque dur est beaucoup plus lent que le processeur. Toutes ces techniques de consensus d'exécution et de stockage, une fois combinées, permettent à Monad de traiter 10 000 transactions par seconde, avec un réseau comprenant suffisamment de nœuds et dont les exigences matérielles ne sont finalement pas si élevées que ça. Comme il est indiqué sur ce tableau, les nœuds Monad doivent être un peu plus puissants que les nœuds Ethereum, mais les exigences, notamment en matière de bande passante, sont largement inférieures à celles de Solana. La seule chose qui est plus demandée sur Monad, c'est le processeur, et le prix en est tout à fait raisonnable. En fait, je pourrais moi-même faire tourner un nœud sur ce réseau avec mon PC dans son état actuel, alors que pour Solana, c'est même pas la peine d'essayer. Donc je pense que c'est évident, je suis plutôt enthousiasmé à l'idée de voir la course des Layer 1 reprendre du poil de la bête, et j'ai hâte de voir Monad arriver. Récemment, ils ont atteint les 10 000 transactions par seconde sur leur DevNet, mais le public n'y a pas accès. Pour cela, il faudra attendre l'arrivée du testnet public qui devrait avoir lieu très prochainement. Alors si Monad vous intéresse, n'hésitez pas à aller vous abonner à leur compte Twitter ou simplement surveiller notre site puisque nous publierons un article à ce moment.
Et dans tous les cas, je vous souhaite bonne chance dans vos investissements et j'espère qu'on se reverra très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Coin.